Effectivement, bonjour à tous. Il est clair que la réanimation systémique est effectivement extrêmement importante. Et si vous avez un patient en arrêt cardiaque, c'est vrai que restaurer une certaine circulation va être utile. Il faut rester néanmoins humble et quand on obtient certains objectifs hémodynamiques comme décrit par Gernot il y a quelques secondes, effectivement, on observe encore une certaine mortalité. Certains de nos patients gardent un niveau de lactate relativement élevé. Et là, on peut se demander qu'est-ce qui fait que ces patients restent dans cet état-là et peut-on faire quelque chose de mieux, c'est-à-dire peut-on tenter d'optimiser encore la perfusion tissulaire à ce moment-là. Et donc, là, il faut un petit peu penser à un niveau régional et surtout au niveau de l'organe lui-même et réfléchir qu'effectivement, nos buts de réanimation, c'était effectivement d'améliorer la perfusion tissulaire et l'oxygénation tissulaire et que finalement, ce n'est pas tellement de faire sortir de l'oxygène du cœur. Et donc, la question, c'est comment améliorer au sein de l'organe la circulation des globules rouges et de l'oxygène. Et le deuxième aspect extrêmement important qui vient à l'esprit, c'est qu'effectivement, les spécificités des altérations microcirculatoires et la dissociation entre ce qui se passe au niveau de la microcirculation et ce qui se passe au niveau macrocirculatoire font qu'effectivement, la microcirculation devient de facto un but potentiel important pour la réanimation cardiovasculaire. Et donc, que connaît-on exactement de ces altérations microcirculatoires? Si on va au laboratoire, on se rend compte que déjà dans les années 60, on a des informations extrêmement relevantes qui ont été confirmées dans plein de modèles de sepsis qu'effectivement, il y a une diminution de la densité au niveau microvasculaire, mais surtout au niveau des capillaires. Il y a des capillaires qui ne sont pas perfusés ou qui sont perfusés seulement de manière intermittente et donc qui ne participent pas aux échanges gazeux. Et peut-être plus important encore, il y a une hétérogénéité entre des zones proches de quelques microns, ce qui fait qu'effectivement, c'est parfois un petit peu extrêmement compliqué d'évaluer la microcirculation et surtout de se dire que pousser encore plus de perfusion, plus de débit, plus de pression artérielle va améliorer les choses, puisque plutôt que de pousser plus fort, il faut redistribuer. Alors, quels sont ces types d'altérations? Elles sont multiples et schématisées ici. On a d'une part et surtout une communication qui ne se fait plus. On a effectivement un chaos dans la communication et quand le système dit il y a une zone dans laquelle il y a de l'oxygène qui est en défaut, il faudra apporter de l'oxygène là-bas. Cette information-là n'est pas transmise de manière adéquate aux zones un peu plus centrales et donc le système n'est pas capable de répondre. Et ça se fait surtout par la dysfonction endothéliale parce que l'endothélium lui-même sert de transmission d'informations. D'autre part, on a des cellules qui vont un petit peu obstruer la circulation, des amas de globules rouges, des amas de globules blancs, des amas de plaquettes qui vont coller un petit peu à l'endothélium. Tout ça, c'est bien comme mécanisme de réaction à l'infection, parce que pour que vos globules blancs aillent dans un tissu, il faut forcément qu'ils adhèrent d'abord à l'endothélium. Et donc, tout ce qui était une réaction initialement adaptative, lorsqu'elle devient excessive, mène à ces altérations majeures de la microcirculation. D'autre part, on a une réponse ou une sensibilité aux substances vasoconstrictives et vasodilatatrices qui est également diminuée, qui fait que la répartition de flux en constrictant d'un côté, en dilatant de l'autre, ne se fait pas optimalement. Et donc, le résultat final, c'est qu'effectivement, on a des zones qui sont surperfusées, responsables de la haute SVO2 qu'on a dans le sepsis, et des zones qui sont trop peu perfusées, avec des signes d'hypoxie, et effectivement, le lactate qui va être élevé dans ces circonstances. Alors, juste pour vous illustrer ça en image, effectivement, la microcirculation normale, on a des vénules, on a des capillaires, et on voit qu'effectivement, tous ces vaisseaux sont bien perfusés et que le globule rouge circule allègrement dans tous ces vaisseaux. Au niveau d'un patient en sepsis, on voit qu'effectivement, au niveau des vénules, c'est toujours bien perfusé. Certains capillaires, comme ceux-ci, sont très bien perfusés, peut-être trop. Et puis, on voit ici certains capillaires où on voit clairement les globules rouges, ils ne bougent pas d'un poil. Et donc, forcément, ces zones-là ne sont pas perfusées. Et le concept de choc distributif prend toute sa valeur quand on voit ces images. On a compris la physiopathologie du sepsis.
Alors, en chiffres, effectivement, une diminution de la densité des capillaires, de la densité de vaisseau, les vénules qui sont bien perfusées, les capillaires qui sont diminués, qui sont moins bien perfusés que dans les conditions normales. Et surtout, cette hétérogénéité qui est un élément extrêmement important, avec donc l'hétérogénéité entre des petites zones proches l'une de l'autre, qui fait qu'effectivement, il faut essayer de recruter la microcirculation. Et donc, depuis nos données Prinkel, vous voyez qu'effectivement, dans la littérature, il y a très nombreux auteurs de par le monde qui ont montré exactement la même chose. Et donc, effectivement, les mêmes altérations avec, encore une fois, diminution de la perfusion des capillaires et hétérogénéité entre des zones proches de quelques millimètres. On peut avoir d'autres types d'altérations qu'on peut voir. La dysfonction endothéliale évaluée ici par un autre type de méthode, pas directement la microscopie sublinguale. Il y a aussi de très nombreuses études qui montrent exactement la même chose, cette dysfonction endothéliale qui, là aussi, est extrêmement pertinente. Est-ce que c'est relevant pour le devenir de malade? Ben oui, vous le voyez ici, que c'est probablement, lorsque nos malades sont réanimés un minimum, on voit qu'effectivement, cette microcirculation est un indice de survie extrêmement important, plus que la pression artérielle mesurée au quotidien, voire même plus que le lactate. Et plus important peut-être encore, on a une progression. Plus sévères sont les altérations, plus sévère est le risque de décès chez nos patients. Et donc, on a une amélioration progressive en améliorant cette microcirculation. Quel est le seuil exact qu'il faut obtenir pour être tout à fait rassuré? Ça, je pense qu'on n'a pas encore les données suffisantes dans la littérature pour vous dire qu'il faut obtenir 70%, 80%, voire 90% de perfusion des petits vaisseaux. Et ça, c'est peut-être un travail que les investigateurs, nous devons encore faire pour utiliser ça plus fréquemment encore au lit du malade. On peut utiliser ces tests de réactivité qui vous donnent exactement le même genre d'informations sur le devenir, avec là aussi un lien non négligeable avec la survie. L'évolution est également importante parce que juste avoir un indice que quelque chose ne va pas, mais quand vous le manipulez, s'il n'y a pas de modification au cours du temps, ce serait relativement peu intéressant. Ce serait juste une photographie utile à la mission pour sélectionner, faire un tri, mais ça ne servirait pas de monitorage par après. Ben ici, effectivement, on peut voir que l'évolution au fil du temps, des survivants vont avoir une amélioration de la microcirculation, les non-survivants qui vont décéder en choc, en rouge ici, vont effectivement ne pas avoir d'amélioration, et peut-être plus important encore, ceux qui vont sortir du choc, on va être tout content, on va voir qu'ils sont sevrés de leur catécholamine, mais vont quand même décéder plus tard de dysfonction d'organes. Ces patients ici en bleu, vous voyez que là aussi, pendant le choc, ils n'amélioraient pas leur microcirculation. Et ceci est valable également pour les autres techniques, et on peut multiplier le type de techniques qui nous montrer ceci. Là, c'est le CO2 tissulaire au niveau du lobe de l'oreille, et je crois que notre chairman Didier Payen ne nous contredira pas en disant que ça peut être quelque chose d'utile à regarder. Quelle est l'importance du timing des interventions? Là aussi, je pense qu'il faut regarder un petit peu, parce que les choses varient, comme on l'a dit, au fil du temps. Et donc, quand on veut intervenir, ça c'est une donnée du groupe de Canine avec Mathieu Legrand quand il était là-bas, on voit qu'effectivement, une intervention précoce permet d'améliorer la microcirculation ici au niveau rénal. On n'est pas tout à fait comme dans les conditions normales, mais on est quand même nettement mieux que quand on est dans un sepsis non réanimé. Mais vous voyez que par contre, quand on attend un petit peu trop, ben, même si on donne la même quantité, on restaure plus ou moins le flux total au niveau rénal, mais la distribution ici reste toujours extrêmement élargie, signe qu'effectivement on a une hétérogénéité qui reste extrêmement importante, et donc on a une efficacité nettement amoindrie. Et donc, il faut effectivement être relativement précoce dans les interventions ici aussi. Un autre aspect, c'est qu'effectivement, la microcirculation varie en fonction du fait qu'on la regarde de manière précoce ou relativement tardive. Vous voyez effectivement ici les chiffres au niveau de la microcirculation, en moyenne ou en médiane plus exactement, étaient plus mauvais précocement que tardivement. Et donc, dans les cut-offs thérapeutiques, on va peut-être devoir mettre des cut-offs un petit peu différemment. Mais vous voyez que la prédiction de la survie se fait tout aussi bien précocement que tardivement, mais il faut effectivement recibler un petit peu nos cibles thérapeutiques quand on va vouloir manipuler celles-ci précocement ou plus tardivement. Alors, est-ce que simplement c'est utile de vouloir manipuler la microcirculation? Et là, effectivement,
on manque encore de données comme les Canadiens voudraient, c'est-à-dire 7 ou 20 000 ou 150 000 patients, qui nous montrent que quand on mesure ça, qu'on fait une petite intervention en mettant 3 gouttes d'une solution X, on améliore la microcirculation et le devenir à 50 ans de nos patients. Donc ça, effectivement, nous n'avons pas. Nous avons simplement des données plus ridicules pour eux, effectivement, mais quand même utiles physiopathologiquement, qui nous montrent que lorsqu'on manipule la microcirculation et qu'on regarde ce qui se passe et qu'on regarde à l'échelle humaine aux soins intensifs, c'est-à-dire 3 heures plus tard, ce qui se passe, on se rend compte que le lendemain, quand on a une amélioration de la microcirculation, on a le lendemain une amélioration du score de dysfonction d'organes. Et inversement, quand on ne réussit pas à améliorer la microcirculation ici à droite, le lendemain, on voit une dégradation du score de dysfonction d'organes. Donc ça semble être assez relevant, bien évidemment. Alors, quelles sont les interventions qu'on peut utiliser? Et je pense qu'il faut utiliser, effectivement, discuter l'impact des liquides, parce que c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous avions ici regardé, effectivement, l'effet des solutions de remplissage. Et ce que nous avions vu, c'est que lorsque les patients étaient investigués précocement en déant les 24 heures, et la plupart c'était même en déant les 12 heures du sepsis, on voyait ici en bleu une amélioration tout à fait nette de leur microcirculation. Quand on étudiait d'autres patients plus tardivement, c'est-à-dire après 48 heures du sepsis, on avait, même si on avait une amélioration en termes de débit cardiaque et autre chose, la microcirculation n'était plus vraiment affectée à ce moment-là, signe que ce ne sont peut-être plus tellement les liquides qui sont la solution après un certain temps d'évolution du sepsis. Un petit peu en lien avec ce que Gernot Max a dit il y a quelques minutes. Les phases précoces, pensez aux liquides, par après, ça devient un petit peu moins utile dans beaucoup de situations. Une autre étude extrêmement intéressante du groupe de Xavier Monet et Jean-Louis Théboul, qui nous a montré, de Jacques Duranteau plutôt, c'est le même hôpital, mais bon, l'étage au-dessus. Et donc, ils ont effectivement regardé l'impact du lever de jambe passif sur la microcirculation, mais plus intéressant dans ce qui vous nous intéresse ici, c'est l'aspect d'un remplissage vasculaire. Et donc, ils ont là aussi vu que le remplissage vasculaire améliorait la microcirculation chez ces patients étudiés précocement et que, vous voyez, un premier bolus de liquide augmentait le débit cardiaque de 5,1 à 5,9 et améliorait la microcirculation. Mais là où ils ont été extrêmement subtils, c'est qu'ils ont fait un deuxième bolus de liquide juste après chez ces patients qui étaient encore censés répondre, sur base de leur test prédictif, au remplissage vasculaire. Et ce qu'ils ont vu à ce moment-là, c'est que le débit cardiaque, effectivement, augmentait encore. On passait de 5,9 à 6,5 et c'était une fois de plus significatif. Mais en termes de microcirculation, vous voyez qu'ici, plus vraiment d'effet. Donc il semblerait très très vite avoir une sorte de saturation de l'effet. Les liquides sont utiles effectivement, mais probablement en quantité relativement modeste. Difficile à dire si c'est 300, 500, 1 litre, ça on ne sait pas vous dire actuellement. Mais manifestement, il y a une certaine quantité nécessaire. Au-delà de celle-ci, il est probablement moins nécessaire de vouloir forcer encore les liquides dans ces conditions-là. Et une dernière étude intéressante à regarder, c'est l'étude ici d'un groupe lituanien aidé de Christian Bourma, qui effectivement a regardé des patients avec, là aussi, la repose au remplissage. Vous voyez qu'effectivement, il y a un groupe qui répond et qui améliore la microcirculation, un groupe qui ne change rien ici. Et peut-être ce qui était extrêmement intéressant, c'est que ceux qui avaient au départ une altération de la microcirculation, ces patients-là, la plupart des patients amélioraient leur microcirculation, mais plus intéressant, si vous voyez aussi en termes de score de dysfonction d'organes, le lendemain, ils avaient une diminution de ce score de dysfonction d'organes. Pour la plupart en tout cas, certains ne modifiaient pas, mais la plupart le descendaient, et donc c'était assez significatif. Par contre, les patients qui avaient une microcirculation qui était plus ou moins normale au départ, ne modifiaient pas leur microcirculation sous l'impact des fluides, mais plus important, il n'y avait pas de modification de leur score de dysfonction d'organes. Et donc, ces auteurs suggéraient que si vous aviez accès à la microcirculation, c'était probablement assez intéressant de regarder l'état de la microcirculation. Si celle-ci était altérée, essayez les liquides, vous aviez une chance d'éventuellement améliorer la situation. Si la microcirculation était normale, ne tentez pas trop les liquides, c'est probablement pas trop nécessaire et ne ça va pas modifier trop la perfusion tissulaire chez les patients. D'autres types de solutés de remplissage sont probablement peu utiles. Les globules rouges, dans l'ensemble, pas de grosses modifications. Il est vrai qu'il y a clairement une sensibilité
très particulière de certains patients. Certains patients avec une microcirculation ici à gauche altérée améliorent la microcirculation, tandis qu'ici à droite, vous voyez que ceux qui avaient une microcirculation normale peuvent même la dégrader. Et donc là aussi, mesurer la microcirculation au départ pourrait nous aider à identifier quels sont les patients qui pourraient bénéficier le plus d'une transfusion pour un chiffre forcément plus ou moins classique d'hémoglobine. Quand vous avez 3-4 de niveau d'hémoglobine, je pense que personne ne va discuter, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut simplement donner de l'oxygène? Donc, certains proposent parfois l'hyperoxie et autres. Je pense que là, il va falloir être relativement prudent, parce qu'effectivement, nous avons juste montré ici chez des volontaires qu'effectivement, l'administration d'oxygène chez ces volontaires vasoconstrictait la microcirculation, mais faisait disparaître même un certain nombre de ces capillaires. Et effectivement, cet effet était transitoire. Oui, transitoire, mais persistait quand même, et donc on ne retournait pas tout à fait en une demi-heure à la valeur de base. Et c'est peut-être un des points qu'il faut effectivement retenir là-dedans, c'est qu'en mettant trop d'oxygène au patient, en croyant entre guillemets bien faire, on se dit ok, il n'est pas bien, on va lui mettre un masque à 100%, ça ne peut que l'aider. Ben, effectivement, ça ne peut que l'aider, c'est peut-être pas trop sûr, parce que vous détériorez un petit peu la microcirculation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas corriger l'hypoxémie, mais en tout cas, chez le patient qui est plus ou moins avec une saturation à l'air ambiant normale, le réflexe un petit peu spinal qui est de mettre un masque à haute concentration en disant il est vasoconstricté et ça ne peut que l'aider, ben, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Les agents vasoactifs, probablement que les agents inotropes ont une certaine place, et la dobutamine en est un bel exemple. Et chez l'animal, en tout cas, on nous montre qu'on améliore non seulement la microcirculation, mais également l'état redox, avec une diminution de l'état redox et donc une meilleure oxygénation tissulaire dans ce contexte-là. Chez l'homme, on retrouve à peu près les mêmes effets, mais on a moins de preuves qu'on améliore l'état redox. On peut juste vous dire que le lactate diminue quand on améliore la microcirculation chez ces patients. Les agents vasopresseurs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a d'une part l'impact de la pression artérielle elle-même qui joue un rôle, comme on vient de le dire en fin de discussion pour l'exposé précédent, sur la perfusion tissulaire et certains organes en plus sont plus sensibles que d'autres. Et donc là, quand on parle de perfusion tissulaire, il faut aussi penser de manière régionale. L'organe que l'on mesure n'est peut-être pas toujours reflétant certains autres organes et certains organes sont parfois un peu plus sensibles. Mais malgré tout, pensez qu'effectivement, il peut y avoir un impact non négligeable d'une diminution de pression de perfusion sur la perfusion totale de l'organe et donc forcément la microcirculation là-bas. Mais là, comme pour le débit cardiaque, il y a un lien peu net entre la perfusion microcirculatoire et la pression artérielle. Et donc, ça devient un petit peu compliqué. L'autre aspect, c'est qu'en donnant des vasoconstricteurs, on va restaurer une pression de perfusion, donc ça va être bon, mais on a aussi les vasopresseurs, ça vasoconstricte, et donc on peut avoir un effet péjoratif au niveau de la microcirculation. En tout cas, dans les conditions normales, quand on n'est pas hypotendu, donner un vasoconstricteur augmente la pression artérielle, mais diminue la perfusion au niveau local. Dans le sepsis normotendu, les vasopresseurs diminuent la perfusion au niveau microcirculatoire. Par contre, lorsque la microcirculation est altérée et que la pression artérielle est extrêmement basse, vous voyez ici 45 de moyenne, on voit qu'effectivement, à ce moment-là, restaurer une pression de perfusion adéquate peut améliorer la microcirculation. Et ceci a été également confirmé par le groupe de Jean-Louis Teboul, qui nous a montré qu'effectivement, chez l'homme fortement hypotendu, on peut avoir une amélioration en microcirculation lorsqu'on corrige cette hypotension. Quel est le niveau optimal? Ben là, on n'a pas de grandes données. On peut juste vous dire qu'effectivement, il y a une variabilité peut-être individuelle non négligeable. Certains patients bénéficiant d'une pression plus élevée, tandis que d'autres, c'est un petit peu l'inverse. Et donc, ça nécessite bien évidemment une évaluation individuelle chez ces patients. Alors, tout dernier mot sur les vasodilatateurs, puisqu'effectivement, c'est l'année où on a un agrément avec la société hollandaise et donc les Hollandais ont été leaders dans l'utilisation des vasodilatateurs, ou en tout cas promoteurs pour ceux-ci. Nous avions montré effectivement que localement l'acétylcholine permet de largement améliorer la microcirculation. Que se passe-t-il quand on administre en systémique, quand on peut effectivement avoir une hypotension associée et donc une hypoperfusion? Ben, la première étude de nos amis hollandais est effectivement une amélioration non négligeable de la microcirculation. Mais chez un tout petit groupe de malades et de manière conjointe, ils donnaient pas mal de liquide à ce moment-là.
Dans une deuxième étude, ils ont effectivement eu un effet un peu plus mitigé, puisque vous voyez, les gris, les blancs, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Et donc, effectivement, il n'avait pas réellement amélioré la microcirculation ici. Peut-être un bémol à mettre, c'est qu'effectivement, déjà au départ, la microcirculation n'était pas mauvaise dans les deux groupes, et donc il n'y avait plus grand-chose à améliorer, bien évidemment. L'effet du NO inhalé a été regardé tout récemment, et là aussi assez décevant. Pas de grosses différences en tout cas, pas de modification bien nette de la microcirculation quand on donne du NO inhalé par rapport à un placebo. Des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Au labo, effectivement, on avait une certaine amélioration de la microcirculation, ici en gris par rapport au contrôle en blanc, mais aucun impact sur le devenir de nos malades. Moduler la fonction endothéliale peut être un petit peu plus utile. On peut le faire via la vitamine C qui améliore, comme vous voyez ici, la microcirculation et qui agit effectivement via un mécanisme qui est dépendant de l'ANO-synthase endothéliale. Et puis, d'autres moyens de le modifier, c'est en modifiant le BH4 ou la tétrahydrobioptérine, qui est altéré dans les sepsis et qui fait que du coup on a un découplage de la NO-synthase endothéliale. Et donc au lieu de produire du NO qui va être vasodilatateur local, on va produire du peroxyde nitrique qui lui va être toxique au niveau cellulaire. Donc recoupler cette NO-synthase endothéliale pourrait être utile, et c'est ce que nous avons fait au laboratoire en donnant la tétrahydrobioptérine. On voit une amélioration microcirculatoire chez ces animaux comparée au groupe témoin, une diminution de l'hétérogénéité comparée au groupe témoin, et plus intéressant, c'est associé à une amélioration des signes de dysfonction d'organes, de la perméabilité endothéliale et du devenir de ces animaux. Donc, en conclusion, on a effectivement l'altération en microcirculation qui est réellement un phénomène largement démontré maintenant chez nos patients de réanimation en sepsis et en choc septique. Et donc ces altérations dépendent de pas mal de facteurs qui sont très fortement indépendants des facteurs qui altèrent l'hémodynamique systémique. Et donc la plupart de nos réanimations classiques ont un effet relativement modeste, pas nul, mais relativement modeste sur la microcirculation. Et donc, il faut probablement tenter de faire d'autres choses. On n'y est peut-être pas encore tout à fait. Et là, probablement que la modulation de la NO-synthase endothéliale semble assez promettrice. Je vous remercie pour votre attention.